Bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur la bipolarisation politique et la cohésion sociale en Calédonie, ou comment les clivages indépendantistes et anti-indépendantistes peuvent-ils être dépassés aujourd'hui pour cimenter une cohésion sociale et un destin commun partagé entre tous, comme inscrit dans l'accord de Nouméa. Quel rééquilibrage et aménagement faut-il accomplir? Dans quel domaine économiques, sociaux, interprovinciaux? Eh bien, c'est le thème de notre soirée avec nos trois invités. Jean-Yves Fabron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et directeur adjoint de l'IDOM à l'Université de droit à Aix-en-Provence. François Serve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes urbaniste, ingénieur travaux publics et membre de la Ligue des droits de l'homme. Et avec nous, Robert Bertram, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et auteur de cet ouvrage, justement, sur la bipolarisation politique depuis 1975, paru aux éditions L'Harmattan. Alors justement, monsieur Bertram, la bipolarisation politique, les clivages, les blocs politiques, sont-ils récents ou bien ancrés dans l'histoire de la Calédonie? Alors ils sont ancrés vraiment dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est la bipolarisation uniquement politique, qui date donc des années 1975, où c'est à partir de cette date fétiche pour les indépendantistes, puisque c'est Mélanésia 2000 qui met en selle Jean-Marie Tjibaou, où l'identité kanak commence à se mettre en place, et l'indépendance demandée par les Kanaks est demandée à partir de cette date. Et la réaction donc des loyalistes, dit des anti-indépendantistes, se met en place. Voilà. C'est justement l'époque des revendications et de la revendication indépendantiste. L'ouvrage, il faut le dire, il est préfacé par Yves Dassonville. Yves Dassonville qui disait cette bipolarisation est fondamentale des accords Matignon-Oudinot et Nouméa. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. Parce que on a eu une première bipolarisation très conflictuelle qui a débouché donc sur le drame d'Ouvéa. Et ensuite, à partir donc, de 1988, les accords de Matignon sont arrivés pour calmer le jeu et mettre en place une bipolarisation contractuelle, consensuelle. Et donc c'est à partir de là que les deux parties commencent à travailler ensemble pour déboucher sur quelque chose de commun à la fin. Le destin commun, l'accord de Nouméa. Donc Jean-Yves Fabron, cette bipolarisation dont parle M. Bertram, est-ce qu'elle est inhérente à chaque camp politique aussi, indépendantiste, loyaliste? Oui, et ce qu'il faudrait dire, c'est que, à l'égard du thème qui nous rassemble ce soir, bipolarisation et cohésion sociale, a priori, il n'y a pas d'antinomie. Robert Bertram évoque dans son livre tout d'abord les années qu'on veut oublier, les années des conflits, mais ensuite il parle de la bipolarisation consensuelle. On pourrait dire qu'en France, au niveau national ou en Allemagne, où vous voulez, dans toute démocratie, il y a bipolarisation dans les démocraties, c'est cela la démocratie. Et j'irais même, à propos de cette cohésion qui est possible, j'irais même jusqu'à dire que, pour reprendre les choses à l'origine, où se trouve la nature des choses, avant le début de l'étude de Robert Bertram, qui commence à la naissance de l'indépendantisme, le congrès de Bourail, les années 70, à l'origine en Nouvelle-Calédonie, lorsque la liberté politique se fait en 1946, on a un parti dominant. C'est assez curieux. L'accès à la liberté politique ne donne pas un foisonnement, une anarchie politique, mais un parti, l'Union calédonienne, dont la devise est bien connue, deux couleurs, un seul peuple, parce que la cohésion, vous vous rendez compte, était telle que les choses étaient possibles. Mais les choses se sont radicalisées à partir de ce moment-là, puisque deux couleurs, un seul peuple, tout va bien. Mais à partir du moment où il y a la revendication indépendantiste, l'UC perd de ses adhérents. Exactement. Et les gens partent. Robert Bertram. Oui. Donc ça veut dire que là, la bipolarisation, elle existe déjà. Elle existe à la suite, disons, d'un autonomisme déçu. Voilà, c'est une indépendance forcée à la suite de cet autonomisme qui n'a pas été concrétisé jusqu'au bout. Donc l'Union calédonienne prend position pour l'indépendance à partir de 1977 à son congrès de Bourail et confirme cette demande d'indépendance à son congrès de Marie en 1978. Alors est-ce que dans les camps politiques, il y a aussi des fractures, que l'on soit dans le camp indépendantiste, parce qu'on a vu récemment des événements législatifs notamment, est-ce qu'il y a des stratégies d'alliance plutôt que des stratégies de conflit aujourd'hui, Jean-Yves Fabron? Alors là, vous faites un saut dans le temps. Oui, on arrive aujourd'hui.
met de côté ce qui se passe après la naissance de l'indépendantisme, les années des événements, comme on dit. Et donc, si on se passe à l'époque qui commence en 1988, où la bipolarisation est consensuelle et normale, la bipolarisation en temps de danger, pendant le temps des événements, elle fait qu'on a deux camps où on se serre les coudes parce que c'est la lutte, parce qu'on se combat fortement. À partir du moment où c'est la paix, on va se rendre compte que les hommes providentiels ne sont plus au rendez-vous et il y a des divisions internes. Vous savez, c'est la démocratie, ce n'est pas choquant. Et moi, ce qui me semble très intéressant, c'est lorsque la bipolarisation dépasse le vieux clivage indépendantiste, anti-indépendantiste, qui est un clivage qui devrait être dépassé. Et lorsque, à la veille des législatives et après les élections antérieures, nous avions finalement, si je vois la situation, une alliance entre le Rassemblement, l'Union calédonienne, le Parti travailliste d'un côté, et de l'autre côté, je trouvais les autres, Calédonie Ensemble, le PALICA. Ça veut dire que là, nous avions la naissance d'une bipolarisation qui dépassait la fracture politique, et ça, c'est un grand progrès. Alors, ça, c'est un grand progrès. Et donc, j'en conclus, si vous voulez, personnellement, que le fait que les élections législatives aient amené un raidissement des deux, ce que j'appellerais les deux anciens camps, est un petit peu regrettable, parce que je crois qu'une démocratie moderne, les pôles doivent se faire sur les questions sociales et économiques, pas ces vieux clivages politiques dont nous parlions. Monsieur Serve, donc votre regard, vous, sur cette bipolarisation, c'est en présence à la Ligue des droits de l'homme. Donc, nous, on organise une conférence bientôt sur la ville et le vivre ensemble dans la ville. Et donc, on regarde cette question de la bipolarisation à travers le prisme spatial. Et donc, de voir finalement cette bipolarisation territoriale. C'est-à-dire voilà. Spatial, on a l'impression qu'on est dans l'espace. Non. Oui, spatial, c'est sur l'espace du territoire. Hein, exactement. On est d'accord. Et donc, on a décidé de se concentrer sur la question urbaine parce que c'est devenu une question essentielle en Nouvelle-Calédonie. Il y a 70% de la population qui vit en ville. Il y a plus de 40% des Kanaks qui vivent dans le Grand Nouméa. Donc, ce qu'on va proposer dans cette conférence, c'est une analyse, finalement, de la façon dont se construit la ville et pour observer que la ville projette les clivages sociaux dans l'espace, enfin, sur le territoire. Et donc, véritablement, on observe d'un côté qu'il y a des revenus pauvres, les ménages pauvres sont d'un côté de la ville et souvent mélanésiens, alors que les ménages plus aisés sont de l'autre côté. Et donc, cette bipolarisation, on la constate aussi dans cette dimension urbaine. Mais le propos justement de la conférence, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut dépasser cette bipolarisation. C'est cette question que je vous pose maintenant. Vous nous dites finalement qu'il y a une absence de cohésion sociale parce que il y a des inégalités qui se créent au fait de vivre ici plutôt que là-bas. C'est ça que vous nous dites. C'est ça. Hein, ouais. Et donc, alors, quelle est la solution que vous préconisez, par exemple? On vit mieux dans le sud ou dans le nord ou dans les îles que inversement, par exemple. Est-ce qu'il y a en quoi cela est dû? Est-ce qu'il y a plus d'équipements là? Est-ce qu'il y a moins d'aménagement ici? Comment vous l'analysez, ça? Effectivement, quand on observe les cartes, je reste toujours sur l'agglomération, c'est vraiment notre sujet de la conférence. Quand on observe les cartes, on observe qu'il y a plus d'équipements publics dans les quartiers sud que dans les quartiers nord, alors que ce sont les quartiers les plus aisés en termes de revenus. Et comment dépasser? Donc, il y a d'abord un travail sur la mixité sociale. En métropole, il existe des lois là-dessus, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui impose finalement qu'il y a un certain nombre de logements sociaux qui soient construits dans les agglomérations. Et ensuite, c'est un point de vue qu'on va défendre, c'est dans les processus finalement qui opèrent dans la construction de la ville et l'implication des citoyens dans cette construction. Comment vous l'analysez, M. Fabron, ces disparités-là, par exemple? Moi, si vous voulez, j'entends que M. Serve, qui observe les réalités, nous a parlé de bipolarisation, mais il n'a pas parlé des indépendantistes et des anti-indépendantistes, parce que lui, il s'occupe de la ville, du concret, de la vie de tous les jours, du quotidien, et des gens qui y souffrent. Ça montre bien que ce débat qui fâche encore entre indépendantistes et anti-indépendantistes, c'est un peu un combat d'arrière-garde par rapport aux réalités
des gens qui sont laissés sur le... Alors on leur dit le destin commun, mais il y en a qui sont sur le bord du chemin, et c'est ceux dont vous parlez. Et je vais vous dire ce que je pense, c'est que la question institutionnelle, eh bien, vous savez, ça me fait penser un petit peu à Saint Paul qui fait dire à Dieu tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Je veux dire qu'on est par rapport à l'accord de Nouméa dans cette configuration-là. Ça veut dire que ce que nous cherchons au point de vue institutionnel, mais nous l'avons déjà trouvé. Nous savons que le prochain statut de la Calédonie sera un statut où la Calédonie, d'une part, aura le maximum de compétences possibles, de pouvoirs possibles, de maîtrise d'elle-même possible, et nous savons qu'elle sera aussi très proche de la France, dans un cadre français. Cela, nous le cherchons, mais nous l'avons déjà trouvé, et il faudra... Qu'est-ce qui reste à faire, si je vous entends bien, parce que nous avons déjà trouvé l'essentiel. Pourtant, il y a des disparités économiques, il y a des répartitions de richesses qui se font je vais vous dire une chose. Ce qui est très préoccupant, c'est que il ne faudrait pas trop perdre de temps avec cela. Il y a des négociations qui doivent avoir lieu, mais ce qui est... Ça, c'est du droit. Mais ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est ce qu'on appelle la fracture sociale. La fracture politique, elle, on sait où nous allons. On a parlé du consensus, oui. Effectivement. Aujourd'hui, il y a plutôt des stratégies d'alliance que de lutte, comme dans le passé. Et donc, la fracture sociale, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de la vie chère, qui n'ont pas de quoi manger, et lorsqu'on leur dit destin commun, ils commencent à dire tous pourris, parce que pour nous, rien ne change. Alors, votre avis, M. Bertrand, par rapport à cette analyse-là, on a trouvé l'essentiel, on sait où on va, en gros, mais au quotidien, on est embêté parce que la vie est chère, parce qu'il y a des très pauvres, il y a des très riches, la cohésion sociale n'est pas là. Alors, l'analyse de la cohésion sociale, effectivement, il faut que les institutions soient adaptées à cette cohésion sociale. Et il ne peut pas y avoir de cohésion sociale s'il n'y a pas des institutions qui sont parfaitement adaptées. Et ensuite, la cohésion sociale, ça demande une analyse systémique de formation des hommes, de formation de la santé, de formation des infrastructures. C'est très complexe et ça demande une analyse globale que les politiques doivent faire et appliquer en fonction des moyens financiers qu'ils peuvent avoir. Selon vous, les politiques le font-ils ou tardent-ils à le faire, cette analyse systémique, c'est-à-dire globale de tout traiter un peu en même temps, on va dire, c'est ce que vous voulez dire, hein? Oui, il y a des réflexions qui sont faites actuellement. On va prendre Nouméa 2025. Calédonie 2025. Calédonie 2025, excusez-moi. Est en cours, donc il y a des réflexions qui sont faites. Alors effectivement, ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie aura les moyens pour mener à bien, d'une façon très rapide, ces réformes? À voir. Alors, Monsieur Serve, justement, ces questions qui sont des questions cruciales, la pauvreté, la précarité, les discriminations, les addictions, tout ça, ce sont des problèmes de société dont vous parlez, Monsieur Fabron, et vous en êtes d'accord. Comment on réfléchit à cela à la Ligue et dans les cénacles, justement, où on se projette au-delà des échéances politiques? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions ou essayer de répondre au plus rapide? À la Ligue, déjà, l'objet de la Ligue, c'est de pointer du doigt les dysfonctionnements, déjà, dans un premier temps. Et c'est après de poser des questions aux décideurs politiques et de proposer des pistes de réflexion. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de ce que j'appelle l'implication des citoyens, donc dans un cadre d'une démocratie qui serait plus participative et qui construise finalement de la confiance dans des citoyens vis-à-vis des institutions. Monsieur Fabron a parlé de défiance, qui construisent aussi finalement une reconnaissance dans son quartier. On reconnaît l'endroit où on habite parce que on peut en tirer une fierté, on peut en tirer une identité. Et tout ça, à mon sens, participe grandement à la construction de la cohésion sociale. Votre avis, Monsieur Fabron? Bien. Sur les solutions, hein. Oui, je pense que pour adopter cette vision globale dont parlait Robert Bertram, et nous allons organiser un colloque dans moins d'une semaine, à la fin de cette semaine, les 30 et 31 août, à l'IRD, un colloque qui s'appelle précisément Cohésion sociale et rééquilibrage. Il s'agit de bien voir que l'accord de Nouméa parle de rééquilibrage et on peut envisager 3 sortes de rééquilibrage, c'est ce que nous ferons dans ce colloque.
le rééquilibrage politique est, me semble-t-il, correctement assuré avec la provincialisation. Il y a des provinces indépendantistes, une province non indépendantiste, avec un gouvernement où tous sont présents. Il y a ensuite, à propos de ces questions de la vie quotidienne dont nous parlions, les aspects économiques. Est-ce qu'il y a un rééquilibrage accompli? Là, je dirais, des progrès sont faits. Il est évident qu'au nord, il y a une entreprise de nickel, les choses vont mieux, mais bon, on parle de la zone VKP, on parle d'un pôle qui se construit, les choses sont sur la bonne voie. On peut critiquer le fait que ça ne va jamais assez vite. En ce qui concerne le rééquilibrage social, là, vous faisiez allusion à la pauvreté, à la précarité. Je ne suis pas sûr que les choses avancent. Les choses sont prises en considération, mais finalement pas solutionnées ou prennent du temps à être solutionnées, semble-t-il. Parce que c'est à la fois complexe, délicat, et est-ce que ça s'adresse plus ou moins à des objectifs politiques un peu différents? Écoutez, en toile de fond, moi ce que je vois, c'est par exemple à propos de bipolarisation, on a pu voir, et je trouve que c'est sain, puisque ce n'est pas la sempiternelle opposition indépendantiste non indépendantiste qu'il faut dépasser. Par exemple, pour les squats, on a deux approches différentes. Eh bien, faut-il réhabiliter ou faut-il reloger dans du logement social? Voilà un débat sain, par exemple, où il y a eu une opposition qui n'a rien à voir avec l'opposition politique. Il y a un autre débat, classique. M. Fabron, vous serez d'accord avec moi, et M. Bertram, M. Serre. La clé de répartition, faut-il la changer ou pas? Les flux migratoires, faut-il empêcher les gens de bouger ou faut-il mieux rééquilibrer en termes d'équipement le nord et les îles pour que la province sud ne soit pas la seule à supporter beaucoup d'arrivées sur son sol? Alors, qu'est-ce qu'on dit à cela, M. Serre, par exemple? Pour les flux migratoires ou... Les flux migratoires, par exemple, puisque vous êtes urbaniste. Donc, qu'est-ce que vous dites à cela, par exemple? Disons que c'est l'approche du mot rééquilibrage. Le rééquilibrage, on le voit souvent comme étant retrouver un équilibre qui aurait été antérieur et donc faire en sorte que la province nord doive devenir l'égale de la province sud, des choses comme ça. Mais ça, en géographie économique, on sait que quand un pôle est très gros, il va continuer, il va grossir beaucoup plus vite qu'un pôle qui est plus petit à côté. Oui, mais enfin ça donne pas une solution. Ça donne pas une solution. C'est une théorie, ça. Mais la solution, justement, c'est de réappréhender le mot rééquilibrage et de se dire que finalement, le rééquilibrage, c'est d'amener un maximum de services à toutes les personnes et de faire en sorte que c'est la notion de service universel. Sans obligatoirement les faire bouger d'endroit. Et sans donc créer du service. Si elles veulent rester là où elles sont. Alors, quand il y a énormément d'argent dans un endroit et qu'il n'y a pas de services qui sont créés, c'est quand même une anomalie, oui ou non? Oui. Voilà. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait pour la clé de répartition? Quel est votre avis là-dessus, par exemple, M. Bertram? Travailler sur la clé de répartition, je pense que ce sont des accords qui doivent être conclus entre les partenaires, mais pour que ça soit gagnant-gagnant. Voilà, donc à partir de là, il faut que chaque parti politique expose son point de vue, expose son bilan au niveau de la province et défende cette position face à l'autre protagoniste. Alors, M. Fabron, ce colloque va donner l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple? À propos de ce qu'on vient de dire, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans cette affaire de clé de répartition, ce qui m'intéresse, c'est l'argument de la province sud qui dit lorsque nous, province sud, nous avons moins d'argent, nous avons moins de possibilités de faire des aides sociales, finalement, qui est-ce qui en pâtit en province sud? Ce sont les Kanaks venus des îles, venus du nord, sans qualification. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en plein dans un problème social où la province sud défend les intérêts des Kanaks du sud. On n'est plus dans le schéma la province blanche, la province kanak. Pas du tout, ça n'existe pas. Les problèmes, j'aurais tendance à dire les problèmes sociaux, ce sont les vrais problèmes. Ce sont les problèmes de la maturité. Ce sont les problèmes de la Calédonie de demain et ils sont très importants. Je dirais même que, imaginez que nous ayons une solution institutionnelle qui nous réunisse tous. Ce sera très difficile, on le sait bien, puisque ce sera un compromis. Imaginons que tout cela triomphe. Eh bien,
ceux qui sont les laissés pour compte diront, mais arrêtez de faire la fête, arrêtez de vous embrasser, parce que nous, pour nous, rien ne change et on va vous foutre en l'air. Voilà. Et les politiques tous pourris, c'est très dangereux. Donc on est dans le syndrome un peu de la poudrière, c'est-à-dire qu'on se dit, de la bombe à retardement, entre guillemets, parce que voilà, et il faut gérer ça, anticiper. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Juste pour apporter un petit bémol sur les flux migratoires, l'augmentation de la population qu'il y a eu dans le Grand Nouméa entre 2004 et 2009, elle est due en grande partie au solde naturel, aux naissances et au solde extérieur. Et en fait, l'exode, ce qu'on appelle l'exode rural ou les flux interprovinciaux ne comptent que pour 14%. Donc finalement, les nouveaux besoins sociaux de la province sud sur la période 2004-2009 sont dus à 86%, 85% à d'autres phénomènes que les flux migratoires. Il me semble que c'est quand même une donnée qui est importante à prendre dans le débat. Minimiser un petit peu c'est pour apporter un peu de complexité à la question. On a parlé de la solution institutionnelle. L'accord de Nouméa qui a prévu beaucoup de choses et notamment à pacifier, puisqu'il y a une troisième voie que cette bipolarisation, même si elle est encore là, mais est-ce elle l'a pas prévu alors la fracture sociale? Ça, Monsieur Fabron, c'est quand même un manque de cet accord. Il y a un vide là par rapport à cette question. Elle n'a pas prévu que la crise mondiale s'inviterait au dîner et finalement les budgets français tomberaient sont un peu calamiteux. Monsieur Bertrand, vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Et donc finalement, on se retrouve un peu au milieu du gué. Pas vraiment, parce que l'accord de Nouméa, un de ses axes essentiels, c'est le rééquilibrage. Et le rééquilibrage, je vous le disais, n'est pas que politique. Seulement, le rééquilibrage politique a été réussi depuis la provincialisation, depuis Matignon. L'accord de Nouméa, c'est la réussite politique du gouvernement à la proportionnelle, qui est une réussite. C'était loin d'être gagné d'avance. En revanche, le rééquilibrage politique et surtout le rééquilibrage social, l'accord de Nouméa en parle, et là, on est guère avancé, nous en parlions. Ce que je voudrais aussi dire, pour revenir sur les choses par lesquelles on a commencé, c'est que il faudrait peut-être faire attention après les résultats des législatives, à ne pas se figer dans ces anciennes oppositions. Il y a, vous le disiez, on n'est plus à l'époque de l'opposition de deux gros blocs. Nous sommes maintenant dans un morcellement à l'intérieur de chaque camp. Eh bien, qu'il y ait des alliances entre les uns et les autres, il n'y a pas d'alliance non naturel en Nouvelle-Calédonie depuis le fait que l'Union calédonienne rassemblait tout le monde, ou que Jacques Lafleur, qui n'est pas susceptible d'être critiqué comme partisan de l'indépendance, Jacques Lafleur a été le premier à s'associer avec des indépendantistes, avec la FCCI. Il y a toute une série de partis, un morcellement des partis, toutes les alliances sont possibles. Coalition, ce n'est pas un gros mot. Votre avis, Monsieur Bertrand, qui avait analysé la question politique, coalition, c'est bon, ça rime? Ça rime ensemble? Oui, enfin, je dirais que moi, l'accord NUA, c'est l'accord du consensus. Et il n'y a pas d'hérésie à faire une consensualité avec des partis adverses, puisque c'est l'esprit même de l'accord de Nouméa. Mais on n'empêchera pas les indépendantistes de vouloir l'indépendance et les non-indépendantistes de vouloir être rattachés à la France. La bipolarisation politique, elle est là uniquement sur le devenir institutionnel de ce territoire. Alors Gaël Lianou disait par exemple, destin commun oui, mais dans quel cadre? Dans la France. Destin commun dans la France ou destin commun dans l'indépendance? Il n'avait pas tort. Donc il faut définir effectivement ce destin commun. Alors effectivement, c'est aux Calédoniens à se prononcer lorsque le moment sera venu. Et je pense qu'on parle de cohésion sociale, aux hommes politiques à définir, à développer un sentiment d'appartenance, à développer une intégration, à raser, à lisser les inégalités. C'est à partir de là qu'on peut commencer à développer une société cohérente. Votre avis, Monsieur Serre? Il me semble que l'important, c'est toujours de revenir à la réalité, au vécu des gens. Et aujourd'hui, donc au-delà de toutes les questions de statut, on prend des choix, et notamment en termes d'aménagement, d'urbanisme, qui font qu'on relègue il y a l'exclusion, une relégation d'une plus grande partie de la population. Avant, il y avait surtout les ménages très défavorisés qui étaient dans l'habitat social. Et de plus en plus, on voit que c'est les classes moyennes qui sont obligées de partir, d'habiter très loin de la ville.
et avec des coûts de transport énormes. Et tout ça, on est en train de construire les drames sociaux de demain qui vont toucher une frange de la population beaucoup plus large. Et il me semble qu'il y a un vrai sujet de préoccupation ici. Et des exemples à suivre et dont il faudrait se nourrir avec les années 60 en métropole, par exemple, où il y a eu des urbanisations massives et des explosions sociales un peu plus tard qu'on ne souhaite pas à la Calédonie. Un dernier mot pour parler de votre conférence, c'est à l'UNC. Hein. C'est quelle date ? C'est le 12 septembre, à 18h. À 18h à l'UNC. Et Monsieur Fabran, un colloque, donc on a vu l'affiche, hein, le 30 et 31 août à l'IRD. Peuple premier et cohésion sociale en Nouvelle-Calédonie, avec beaucoup d'invités et sur 2 jours de réflexion sur ces questions. Merci à tous les 3 pour être venus nous parler de la cohésion sociale et de la bipolarisation politique. On avait invité des chercheurs, des experts du monde kanak. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas trouvé le temps dans leur agenda. On le regrette, mais un petit effort, ce serait bien pour justement partager ensemble nos points de vue sur ces questions-là qui sont importantes. La semaine prochaine, j'ouvre le débat sur les OGM, organismes génétiquement modifiés en Calédonie. Y en a-t-il ou pas ? Eh bien, on verra ça avec nos invités. Vous pouvez revoir l'émission sur Internet à l'affiche à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà, j'y arrive. Vous postez les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook. Tout de suite, restez avec nous. Hein. C'est la suite de nos programmes. Merci beaucoup pour votre attention.